Je m'appelle le Major Lily Kemp. J'ai 33 ans. Je détiens une habilitation de sécurité Yankee White, ce qui signifie que l'on me fait confiance pour protéger les secrets les plus sombres et les plus critiques de cette nation. Pourtant, malgré toute ma formation et mon autorité, je me suis retrouvé incapable de protéger mon propre cœur contre mon père. Cela s'est passé en fin d'après-midi, au poste de contrôle de sécurité de Quantico. Mon père, un sergent-chef à la retraite, a ri au nez du jeune policier militaire de service. Il a pointé un doigt taché de graisse vers moi, alors que j'étais assise sur le siège conducteur, portant mon grand uniforme, la tenue la plus formelle et la plus sacrée du corps des marines. Ne faites pas attention à elle, mon garçon, ricana-t-il, la voix dégoulinante de condescendance. C'est juste une civile déguisée, qui joue à la poupée. Ouvrez-moi la barrière. Un silence de mort étouffa l'air à l'intérieur de la voiture. Il pensait sincèrement que sa carte d'identité de retraité, usée et expirée, représentait l'autorité suprême. Il croyait que sa gloire passée surpassait ma réalité présente. Il n'avait aucune idée que son arrogance venait de déclencher un protocole de sécurité, un protocole qui allait détruire son ego fragile pour toujours. Lorsque les sirènes rouges ont commencé à hurler, et que l'écran du scanner a clignoté avec les mots Yankee White, priorité 1, le sourire arrogant sur les lèvres de mon père s'est évanoui instantanément. Ce fut le moment où la vérité la plus brutale de sa vie a commencé à se dévoiler. Si vous avez déjà été sous-estimé par vos propres parents, ou si vos accomplissements ont été rejetés simplement parce que vous n'avez pas suivi la voie qu'ils vous dictaient, tapez compris dans les commentaires, et abonnez-vous. Cette histoire est votre revanche. L'humiliation à la barrière ne s'est pas produite de nulle part. Tout a commencé 2 jours plus tôt, dans une cabine collante et parfumée au sirop d'un Waffle House, près de l'autoroute I-95. Je m'étais tenu devant le miroir en pied de mon couloir, pendant 20 minutes, ce soir-là. J'avais méticuleusement ajusté l'épée mamelouk à ma hanche, m'assurant que la garde complexe était parfaitement alignée. J'avais brossé une particule microscopique de poussière sur le tissu bleu nuit de mon uniforme. Le col était raide contre mon cou, forçant mon menton à se lever, m'imposant une posture de dignité. Les feuilles de chêne dorées sur mes épaules, l'insigne d'un major, accrochaient la lumière. Aujourd'hui, c'était le 60e anniversaire de mon père. Je voulais qu'il me voie. Qu'il me voie vraiment. Non pas comme Lily, la petite fille qui s'écorchait les genoux, mais comme le Major Kemp, une femme qui imposait le respect dans les couloirs du Pentagone. J'avais fait des réservations dans une brasserie haut de gamme de Washington DC, un endroit avec des nappes blanches et des conversations feutrées. Un lieu digne de célébrer une telle étape. Mais, 1 heure avant le dîner, mon téléphone a vibré. Un SMS de Franck annule l'endroit chic. Trop guindé. Retrouve-moi au Waffle House sur la route 1. C'est là qu'on trouve la vraie nourriture. J'avais soupiré, le son résonnant bruyamment dans mon appartement vide. J'ai conduit mon SUV noir de fonction jusqu'au restaurant, les pneus crissant sur le gravier et les détritus du parking. En entrant à l'intérieur, je me suis senti comme une extraterrestre. Le restaurant était une cacophonie de couverts qui s'entrechoquent, de graisse crépitante, et de conversations bruyantes. L'air était épais, chargé de l'odeur de graisse de bacon et de café bon marché. J'ai marché jusqu'à une cabine au fond, mes chaussures cirées claquant sèchement sur le linoléum. Les têtes se sont tournées. Des camionneurs en chemise à carreaux et des ouvriers du bâtiment, en gilet fluo, me dévisageaient. Un marine en grand uniforme est une vision généralement réservée au bal ou aux funérailles, pas pour commander des galettes de pommes de terre à 19h. Je me suis assise, gardant le dos droit, les mains croisées sur la table poisseuse, et j'ai attendu. Franck est arrivé avec 20 minutes de retard. Il ne s'est pas excusé. Il a poussé la porte vitrée, amenant avec lui une rafale de l'air humide de Virginie. Il portait un vieux t-shirt rouge délavé, avec l'imprimé du bulldog de l'USMC qui se craquelait sur sa poitrine. Ses jeans étaient tachés d'huile de moteur. Et, lorsqu'il s'est glissé dans la cabine face à moi, j'ai vu la crasse incrustée profondément sous ses ongles. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il n'a pas dit « content de te voir ou tu es élégante ». Il a attrapé un menu plastifié, a plissé les yeux pour le lire, puis a finalement jeté un coup d'œil à mon torse. Cette veste est trop serrée, Lily, a-t-il dit, la voix assez forte pour que la table voisine puisse l'entendre. Tu ressembles à l'un de ces acteurs de films de série B. Tu sais, ceux qui jouent aux soldats mais qui tiennent mal leur arme. Il a ri sèchement, un son qui m'a tapé sur les nerfs.
Et, a-t-il crié à une serveuse qui passait, sans même vérifier si c'était la nôtre. Amenez-moi un menu All-Star. Brouillez bien les œufs, et faites couler le café à flot. Il ne m'a pas demandé ce que je voulais. Il n'a pas demandé comment s'était passé mon trajet. Il a simplement supposé que sa présence était le cadeau. Une jeune serveuse s'est approchée de notre table, un instant plus tard, avec la cafetière. Elle avait l'air fatiguée, peut-être une étudiante faisant un double service. En versant, ses yeux se sont écarquillés lorsqu'elle a vu mes épaulettes. Elle s'est arrêtée, la cafetière flottant en l'air. Oh, wow, a-t-elle soufflé, un sourire sincère perçant à travers son épuisement. Madame, c'est... Êtes-vous major? Mon frère est au camp d'entraînement en ce moment. Elle s'est tenue un peu plus droite. Merci pour votre service, madame. En fait, nous avons une politique ici. Les officiers ont droit à une réduction sur les menus. La main de Franck a frappé la table en formica avec la force d'un marteau. Les couverts ont bondi. Le café dans ma tasse a débordé par-dessus le bord. Ne vous embêtez pas, ma mignonne, a aboyé Franck, la coupe en net. Sa voix était une arme, tranchante et dentelée. La serveuse a tressailli, reculant la cafetière comme si elle avait été brûlée. Monsieur? Franck a pointé une fourchette vers moi, l'agitant de manière méprisante, comme s'il chassait une mouche. Ne vous laissez pas berner par le costume. C'est juste une secrétaire, dans une tenue voyante. Elle déplace de la paperasse sur un bureau avec la climatisation. Elle n'a jamais tenu un vrai fusil, dans une zone de combat, de toute sa vie. C'est du personnel administratif civil. Il m'a regardé avec un sourire en coin, qui n'atteignait pas ses yeux froids. Faites-lui payer le prix fort. Elle gagne bien assez l'argent des contribuables à ne rien faire. Le silence qui a suivi fut absolu. Le bourdonnement du réfrigérateur semblait devenir plus fort. La serveuse est devenue rouge écarlate, ses yeux faisant des allers-retours entre mes feuilles de chêne dorées, et le regard agressif de mon père. Dans la cabine derrière nous, un groupe de 3 hommes plus âgés, des vétérans à en juger par leurs casquettes, a ricané. J'ai entendu l'un d'eux murmurer, rond de cuir. Mon visage me semblait être en feu. La chaleur est montée le long de mon cou, brûlant sous le col rigide de mon uniforme. J'avais envie de hurler. Je voulais me lever, et renverser la table. Je voulais lui dire que la semaine dernière encore, j'avais dirigé une opération de cyberdéfense qui avait protégé les systèmes de navigation de toute la 7e flotte, dans le Pacifique. Je voulais lui dire que, même si je ne rampais pas dans la boue avec une baïonnette, mes décisions maintenaient des milliers de marines en vie. Mais je me suis figé. Je suis revenu à ma formation. J'ai entendu la voix du général James Mattis dans ma tête, une citation que j'avais mémorisée pendant l'école des officiers, « Soyez polis, soyez professionnels, mais ayez un plan pour tuer tous ceux que vous rencontrez. » À cet instant, la personne que je devais tuer, c'était la part de moi qui désirait ardemment son approbation. Je devais tuer la petite fille, qui voulait juste que son père soit fier. J'ai lentement glissé mes mains sous la table. J'ai serré les poings si fort que mes ongles manucurés se sont enfoncés dans mes paumes, écorchant la peau. La douleur manquerait. C'était un film reliant à la réalité. J'ai levé les yeux vers la serveuse mortifiée. Je n'ai pas regardé Franck. J'ai forcé les coins de ma bouche à se lever, formant un sourire poli et figé. Juste un café noir pour moi, s'il vous plaît, ai-je dit. Ma voix était stable, effrayante par son calme. Merci. La serveuse s'est éloignée précipitamment, manifestement pressée d'échapper à la zone de souffle de notre table. Franck a renâclé, satisfait. Il a attaqué ses œufs et son bacon dès leur arrivée, mâchant la bouche ouverte, la graisse brillant sur son menton. Il mangeait avec l'enthousiasme d'un homme qui croyait venir de gagner une bataille. Il pensait m'avoir remise à ma place. Il pensait avoir rappelé à tous, à portée de voix, l'ordre naturel des choses. Il était le guerrier. J'étais l'imposteur. Il ne le savait pas encore. Mais, alors que je le regardais essuyer le jaune d'œuf sur sa lèvre avec le dos de sa main sale, quelque chose s'est brisé en moi. Le pont entre nous s'est fissuré. Il pensait que ce n'était que des pics. Il ne réalisait pas qu'il venait de tirer le premier coup, d'une guerre qu'il était destiné à perdre. La pluie fouettait le pare-brise de mon SUV alors que je rentrais du Waffle House, le battement rythmique des essuie-glaces accompagnant la douleur sourde dans ma poitrine. L'humiliation du dîner s'accrochait encore à moi, comme l'odeur de la vieille graisse.
Mais, à mesure que les kilomètres défilaient sur l'île 95, mon esprit a dérivé vers le moment où cette guerre froide avait véritablement commencé. Ce n'était pas toujours comme ça. Ou peut-être que si, et je n'avais juste pas voulu le voir. Il y a 10 ans, Quantico, Virginie. Je pouvais encore ressentir le froid mordant de ce matin de décembre. C'était le jour de ma remise de diplôme de l'école des élèves officiers, l'OCS. Pendant 10 semaines exténuantes, j'avais poussé mon corps et mon esprit au-delà du point de rupture. J'avais rampé dans la boue glaciale, navigué dans des forêts denses avec rien d'autre qu'une boussole, et enduré les hurlements des sergents instructeurs jusqu'à en perdre la voix. Je n'avais pas seulement survécu, j'avais excellé. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion, me tenant sur la place d'armes, la pluie trempant mon uniforme, tout comme elle trempait ma voiture maintenant. J'ai levé la main droite pour prêter serment. Moi, Lily Kemp, je jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis. La fierté que j'ai ressentie à ce moment-là était incandescente, elle brûlait plus fort que le froid. Je n'étais plus seulement Lily. J'étais un sous-lieutenant du corps des marines des États-Unis. À la fin de la cérémonie, alors que la formation était rompue, j'ai scruté la foule des familles blotties sous des parapluies. Je cherchais un visage, un seul, et puis je l'ai vu. Mon père se tenait à l'écart des autres parents qui applaudissaient. Il portait sa vieille veste de treillis, les bras croisés serrés sur sa poitrine, le visage taillé dans le granit. Il ne souriait pas. Il n'applaudissait pas. Il était sergent-chef, un E8. Il avait passé 22 ans à gravir les échelons des sous-officiers, gagnant ses galons par le sang et la sueur, dans des conflits que la plupart des gens avaient oubliés. Il faisait partie de l'ancien corps, l'épine dorsale du service. Et, ce jour-là, sa fille de 22 ans venait de devenir un O1. Techniquement, selon la hiérarchie rigide des grades militaires, j'étais désormais son officier supérieur. J'ai couru vers lui, mes bottes éclaboussant les flaques d'eau, désespéré d'obtenir son approbation. Papa. J'étais essoufflé, souriant comme une idiote. Je l'ai fait. Je suis lieutenant. J'attendais l'étreinte. J'attendais le bon travail, Marine. J'attendais la validation que j'avais chassée toute ma vie. Au lieu de cela, il m'a jaugé de la tête aux pieds, les yeux froids et évaluateurs. Il a plongé la main dans sa poche, et a sorti une petite boîte emballée. Tiens, grognatait-il, me la fourrant dans la main. Mon cœur a bondi. Un cadeau, peut-être une montre, une boussole, quelque chose pour marquer le passage du flambeau. J'ai déchiré le papier. À l'intérieur, se trouvait un simple stylo à billes Bic bleu bon marché, le genre qu'on achète en paquet de 10 pour 1 euro à l'Economa. J'ai levé les yeux vers lui, confuse. Un stylo? Il s'est penché tout près, l'odeur du tabac sur son haleine. Prends-le, a-t-il dit, la voix basse et moqueuse. C'est ton arme maintenant. Ne va pas mettre de l'encre sur de vrais soldats. Tu m'entends? Les mots m'ont frappé plus durement que n'importe quel coup physique. Le sourire a glissé de mon visage. Tu es un officier maintenant, Lily, a-t-il continué, crachant le mot officier comme si c'était une malédiction. C'est de la gestion. Tu t'assois dans la climatisation, pendant que des hommes comme moi vont mourir. N'oublie pas ça. Il avait tracé une ligne dans le sable, ce jour-là. D'un côté, il y avait les vrais marines, les fantassins du rang, les biffins de la boue, ceux avec de la terre sous les ongles. De l'autre côté, il y avait les officiers, les planqués, les ronds de cuir, ceux qu'il méprisait. Et j'étais désormais l'ennemi. Au cours de la décennie suivante, ce fossé n'a fait que s'élargir. Chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque réunion de famille devenait un champ de bataille de commentaires passifs-agressifs. Je rentrais à la maison avec la nouvelle d'une promotion, d'une médaille d'honneur, ou d'un déploiement réussi. Frank écoutait, le visage de marbre, puis se tournait immédiatement vers mon cousin Billy. Billy avait 30 ans, buvait un pack de 12 bières avant midi, et travaillait sporadiquement comme apprenti plombier, quand il n'avait pas la gueule de bois. Mais pour Frank, Billy était un héros. Maintenant, Billy, viens ici, tonnait Frank, tapant dans le dos de mon cousin. Billy sait ce qu'est le vrai travail. Regardez ses mains. Calleuses, sales. C'est un homme qui construit l'Amérique, contrairement à certaines personnes, qui se contentent d'appuyer sur des boutons dans un bureau climatisé. Billy souriait, montrant des dents jaunes, et trinquait avec sa canette de bière. Carrément, oncle Frank.
Le vrai travail. J'ai essayé d'acheter l'affection de Franck. Quand son vieux camion est tombé en panne, je lui ai acheté une nouvelle transmission. Il a dit au voisin qu'il l'avait réparé lui-même. Quand j'ai proposé de payer son hypothèque, il m'a jeté le chèque au visage, m'accusant d'essayer de l'acheter avec mon argent facile. Il ne supportait pas que j'ai réussi dans un monde qu'il pensait posséder, mais d'une manière qu'il ne pouvait pas respecter. Il était jaloux. C'était une vérité laide et amère, mais elle était là. Il était jaloux que sa petite fille ait un grade supérieur au sien. J'ai garé ma voiture dans le garage de mon complexe d'appartements, à Arlington. Le silence de mon appartement vide m'a accueilli. Pas de mari, pas d'enfant, juste le bourdonnement silencieux du système de climatisation. Je suis entré dans mon bureau à domicile, et j'ai allumé la lampe. La lumière est tombée sur le document encadré, suspendu au-dessus de mon bureau. C'était mon certificat d'habilitation Yankee White, estampillé avec les plus hauts sceaux du département de la Défense. Pour le monde, ce papier signifiait que j'étais l'une des personnes les plus dignes de confiance de la nation. C'était un laissez-passer en or, qui me permettait d'entrer dans le bureau ovale. C'était la preuve d'un caractère impeccable, d'une loyauté inébranlable, et d'une compétence suprême. Pour mon père, ce n'était qu'un bout de papier de plus pour un rond de cuir. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil en cuir, ressentant l'épuisement au plus profond de mes os. J'ai ouvert le tiroir, et j'ai sorti ma vieille Bible, celle que ma mère m'avait donnée avant son décès. Elle s'est ouverte sur une page que j'avais marquée il y a longtemps. Matthieu 13h57. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. J'ai tracé les mots avec mon doigt. Pourquoi des étrangers, comme la serveuse ce soir, ou le colonel au travail, pouvaient-ils voir ma valeur? Pouvaient-ils respecter l'uniforme, et le sacrifice qu'il représentait? Pourquoi de parfaits inconnus me remerciaient-ils pour mon service, alors que mon propre père me regardait avec rien d'autre que du dédain? C'est un sentiment de grande solitude, de réaliser que les personnes censées être vos plus grands supporters, espèrent en fait vous voir échouer, juste pour se sentir mieux dans leur peau. Si vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir, simplement parce que vous avez choisi une voie différente vers le succès, ou si vous connaissez la douleur de la jalousie d'un parent, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je suis suffisant ». Parce que vous l'êtes. Et j'ai besoin de me le rappeler ce soir, à moi aussi. J'ai fermé la Bible, et j'ai regardé à nouveau le certificat Yankee White. Le verre reflétait mon visage, fatigué, mais figé dans une dure détermination. Qu'il pense que je ne suis qu'une employée de bureau. Qu'il pense que mon stylo n'est qu'un jouet. Demain, j'avais un briefing à la Maison Blanche. Demain, je manierai ce stylo pour autoriser des protocoles de sécurité, qui maintiendraient en vie le chef du monde libre. Franck pouvait garder sa fierté, mais j'avais un travail à faire. Et dans cette maison, même si elle était vide, ce travail comptait. 8 heures le Pentagone. Je me tenais profondément sous terre dans un SIF, une installation de traitement d'informations sensibles et compartimentée. Il n'y a pas de fenêtre ici. L'air est recyclé, froid, et sent légèrement l'ozone et le café brûlé. La seule lumière provient du mur massif d'écran LED, affichant des matrices de menaces mondiales en temps réel. Pour entrer dans cette pièce, j'avais dû passer par 3 couches de sécurité biométrique, laisser tous mes appareils électroniques personnels dans un casier à l'extérieur, et être contrôlé par le FBI. Si minutieusement qu'ils savaient probablement ce que je mangeais au petit déjeuner en classe de CE2. Sur l'écran principal, figurait l'itinéraire de Potu, le président des États-Unis. Il devait atterrir à Bruxelles dans 4 heures, pour un sommet de l'OTAN. Major Kemp, une voix a percé le bourdonnement des serveurs. Je me suis retourné. C'était le capitaine Evans, mon analyste principal du renseignement. Madame, nous captons des discussions sur une fréquence du dark web. Rassemblement de protestations possibles près de l'itinéraire du cortège. Niveau de menace faible, mais en augmentation. Je n'ai pas hésité. Faites des recoupements avec les ressources locales. Redirigez l'équipe d'extraction secondaire vers le secteur 4. Je veux des yeux sur chaque toit le long de ce boulevard. Si un oiseau ose éternuer près de la bête, je veux le savoir. Bien reçu, madame. Je me tenais au centre de la pièce, chef d'orchestre d'une symphonie silencieuse et mortelle. 20 officiers de renseignement, la crème de la crème, tapaient furieusement à leur poste, attendant mes ordres. Ici, je n'étais pas la déception de Frank Kemp.
Je n'étais pas la fille qui jouait à se déguiser. Ici, j'étais Dieu, ou du moins, ce qui s'en rapproche le plus selon les autorisations du gouvernement. Un instant plus tard, la lourde porte en acier s'ouvrit dans un sifflement. Un colonel de l'armée de l'air est entré, un O6, de 2 grades supérieurs au mien. Il était flanqué de 2 aides de camp. Il a balayé la pièce du regard, m'a vu, et s'est dirigé droit vers moi. Major, a-t-il dit, en tendant la main. Nous avons besoin de votre approbation sur les ajustements de la zone d'exclusion aérienne pour l'arrivée. Les services secrets rechignent sur le rayon. J'ai pris le dossier qu'il me tendait. J'ai parcouru rapidement les coordonnées, mon cerveau traitant la logistique de l'espace aérien, les charges de carburant, et les temps de réponse en quelques secondes. Dites aux services secrets que s'ils réduisent le rayon, ils perdent la couverture à wax, ai-je dit, en regardant le colonel dans les yeux. Je n'autoriserai aucun angle mort. Maintenez-le à 20 000. Je prendrai le blâme si les compagnies aériennes commerciales se plaignent. Le colonel a hoché la tête, le respect évident dans ses yeux. Compris. Bonne décision, Lily. Il m'a tendu un stylo pour signer l'autorisation. Je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, j'ai plongé la main dans ma poche de poitrine, et j'ai sorti le mien, un Mantblank Meisterstück en résine noire avec des garnitures dorées. Il était lourd, équilibré, et précis. Il coûtait plus cher que ma première voiture. Alors que l'encre coulait doucement sur le papier, scellant la sécurité de l'homme le plus puissant de la Terre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au stylo bleu bon marché, qui traînait dans mon tiroir à babioles à la maison. Voici mon arme, papa, pensai-je amèrement. Et elle est sacrément plus puissante qu'un fusil. Merci, colonel, ai-je dit, en lui rendant le dossier. Bravo Zulu, Major, a-t-il répondu, utilisant le signal naval pour bien jouer. Avant de se retourner pour partir, j'ai pris une profonde inspiration, l'adrénaline du commandement bourdonnant dans mes veines. Pendant 2 heures, nous étions dans la zone. Nous sauvions le monde, une décision à la fois. Puis, la lumière rouge au-dessus de la porte a clignoté. Changement de quart. Pause obligatoire de 10 minutes pour la réinitialisation mentale. Je suis sorti du CIF, les épaules raides. J'ai récupéré mon téléphone personnel dans le casier sécurisé du couloir. Il vibrait. J'ai regardé l'écran. Papa. Un nœud d'angoisse s'est serré dans mon estomac, tuant instantanément l'euphorie de mon commandement. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Major Kemp, ai-je dit, par la force de l'habitude. Arrête tes conneries, Lily, la voix de Frank grésilla à travers le haut-parleur, faible et agacée. Ça fait 20 minutes que je t'appelle. Où diable étais-tu? Je suis au travail, papa, ai-je dit, en m'adossant au mur de béton froid du couloir. Je ne peux pas avoir mon téléphone à l'intérieur. Tu le sais bien. Ouais, tes trucs d'agent secret, s'est-il moqué. Écoute, la transmission du camion fait encore des siennes. Elle fait ce bruit de grincement. Je dois l'emmener au garage, mais je suis un peu juste ce mois-ci. J'ai fermé les yeux. Combien? 500 devrait couvrir l'affaire. Peut-être 6, juste pour être sûr. Papa, je t'ai envoyé de l'argent pour l'hypothèque la semaine dernière à peine. Sa voix s'est élevée, sur la défensive et tranchante. Tu penses que l'argent pousse sur les arbres pour moi? Je vis avec un revenu fixe, Lily. J'ai servi ce pays pendant 22 ans, et voilà comment il me traite. Pendant ce temps, tu es assise là, dans ton bureau chic et climatisé, à pousser des crayons. En touchant une paix d'officier. Tu es assise sur une mine d'or, alors que ton vieux père ne peut même pas conduire jusqu'à l'épicerie. L'injustice de la situation m'a brûlé la gorge. Je coordonne littéralement la sécurité du président, voulais-je hurler. Je suis épuisé. Je n'ai pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis une semaine. Papa, je suis au milieu d'une opération critique, ai-je dit, la voix serrée. Peut-on en parler plus tard? Oh, bien sûr, a-t-il ricané. Retourne à ton salon de thé. Retourne à tes réunions. Ça doit être sympa d'être payé pour parler. Envoie juste l'argent, Lily. Ne sois pas ingrate. Souviens-toi de qui t'a élevé. Ingrate. Le mot est resté en suspens dans l'air, comme de la fumée. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes doigts ont volé sur l'écran, n'autorisant pas une frappe de drone ou un périmètre de sécurité,
mais un virement Zelle. J'ai envoyé 600 € à Frank Kemp. C'est envoyé, papa, ai-je dit doucement. Il était temps, a-t-il grogné. Pas de merci. Pas de je t'aime. Juste le clic de la ligne qui coupe. Je suis resté là, dans le couloir du Pentagone, entouré par la machinerie militaire la plus puissante de l'histoire, me sentant complètement impuissante. J'étais un major. Je détenais une habilitation Yankee White. J'étais un loup dans le sif. Mais pour Frank Kemp, je n'étais qu'un distributeur de billets, une ressource pratique et illimitée qu'il pouvait puiser quand bon lui semblait, tout en crachant simultanément sur la carrière même qui fournissait cet argent. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant mes émotions, les verrouillant dans une boîte au plus profond de mon esprit. J'ai réajusté mon uniforme. J'ai remis le téléphone dans le casier. Je me suis retourné, et je suis retourné dans la pièce sans fenêtre. La lourde porte en acier s'est refermée derrière moi dans un sifflement, me scellant à nouveau dans le monde où j'avais de l'importance. Mais la fissure dans mon armure s'élargissait, et je savais au fond de moi que 500 € était un prix dérisoire à payer pour le silence. Mais cela ne l'achèterait pas pour longtemps. 2 jours ont passé. Les 600 € que j'avais virés à mon père restaient dans l'éther numérique entre nous, ignorés. Pas de SMS, pas de carte de remerciement, juste un silence que j'avais appris à interpréter comme transaction terminée. J'étais assise sur mon balcon, par un vendredi soir humide, sirotant un verre de thé glacé, essayant de décompresser d'une semaine de travail de 60 heures, lorsque mon téléphone a de nouveau vibré. Papa. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de rejet. Je pouvais simplement laisser sonner sur la messagerie vocale. Je pouvais prétendre que j'étais sous la douche, endormi, ou de retour au CIF. Mais le conditionnement était profondément ancré. Tu réponds à l'appel. Tu te présentes au rapport. J'ai fait glisser la barre pour accepter. Bonjour, papa. Lily, a-t-il commencé, sa voix tonitruante sans préambule. Qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas mentionné l'argent pour la transmission du camion. Il a juste foncé avec son programme, comme toujours. J'essaie de rattraper mon retard de sommeil, papa, ai-je dit, en me frottant les tempes. Ça a été une longue semaine. Eh bien, réveille-toi, a-t-il dit. Le vieux Mike Henderson prend sa retraite. Tu te souviens de Mike? C'était mon sergent artilleur à Okinawa. Il raccroche enfin l'uniforme après 30 ans. La cérémonie a lieu au Musée national du corps des marines, juste à l'extérieur de Quantico. Mais la réception, la vraie fête? C'est au club des officiers, sur la base. D'accord, ai-je dit, méfiante. Ça a l'air sympa. Transmets mes amitiés à Mike. Non, tu ne comprends pas, a dit Frank, impatient. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai fait une pause. Tu veux que je te conduise? Ton camion est toujours en panne? Je t'ai envoyé l'argent pour le réparer. Le camion va très bien, a-t-il balayé rapidement. Trop rapidement. Mais ma carte d'identité de retraité est expirée. J'ai voulu la chercher dans mon portefeuille hier, et cette foutue carte est périmée depuis 2 ans. J'ai essayé d'aller en ligne pour la renouveler, mais le site web est un vrai bazar. Mot de passe, authentification à 2 facteurs. Toutes ces absurdités bureaucratiques. Je n'ai pas le temps pour ça. Il a fait une pause, attendant que je fasse le lien. Comme je ne le faisais pas, il a soufflé. Donc, j'ai besoin que tu me conduises sur la base, a-t-il ordonné. Tu as ta jolie carte de service actif. Tu peux nous faire passer la barrière. Je n'ai pas envie de gérer le centre de contrôle des visiteurs. La file d'attente dure toujours 1 heure, et elle est pleine de civils. Mon estomac s'est noué. Papa, ça ne marche plus comme ça. Plus depuis le 11 septembre. La sécurité à Quantico est stricte. C'est FPCON bravo en ce moment. Si ta carte d'identité est expirée. Ils ne vont pas juste te faire signe de passer parce que tu es avec moi. Je dois te parrainer. Nous devons quand même nous arrêter à la barrière. Et si leur scanner signale que ta carte est invalide, ils vont nous faire demi-tour. Ne viens pas me faire la leçon sur la sécurité, a-t-il claqué, la voix montant. J'étais sergent-chef quand tu étais encore dans les couches. J'ai aidé à construire cette foutue base. Je connais les flics militaires à la barrière. Ce sont de bons garçons.
Il voit un vétéran. Il voit l'autocollant sur mon camion, ou bon sang, il me voit sur le siège passager. Et ils ouvriront la barrière. C'est ce qu'on appelle la courtoisie professionnelle. Quelque chose que vous, les officiers, ne comprenez pas. La courtoisie professionnelle. Il vivait dans un monde imaginaire. Il se souvenait d'un corps qui fonctionnait sur des poignées de main, et sur le fait de connaître les bonnes personnes. Il refusait d'accepter la réalité de l'armée moderne, une machine gérée par des protocoles stricts, des scanners biométriques, et des politiques de tolérance zéro. Il se croyait au-dessus des règles, à cause de ce qu'il avait été. Papa, ai-je réessayé, la voix ferme. Je te le dis, si on se pointe à la barrière et que tu leur tends une carte expirée, ça va poser problème. Je ne peux pas juste nous faire entrer en parlementant. Je pourrais perdre mon habilitation, si j'essaie de contourner le protocole. Oh, pour l'amour de Dieu, Lily, a-t-il crié. Arrête d'être aussi lâche. Tu as toujours tellement peur des règles. Oh, non. Je pourrais avoir des ennuis. Et un peu de cran. Je te demande de m'emmener à une fête de départ à la retraite. Pas de cambrioler Fort Knox. Conduis juste la voiture. Laisse-moi m'occuper de parler. Je leur dirai que tu es ma fille, et ils respecteront ça. Ils respecteront ça. Il croyait vraiment que son grade, retraité depuis une décennie, avait encore plus de poids que ma commission actuelle en service actif. Il me voyait, non pas comme un major du corps des marines des États-Unis, mais comme son chauffeur, une idiote utile avec une carte d'identité valide pour faciliter son entrée au club. J'étais sur le point de refuser. J'étais sur le point de lui dire de prendre un Uber pour le centre des visiteurs, et de faire la queue comme tout le monde. Mais une pensée m'a arrêté. Il ne m'écouterait pas. Il ne m'écoutait jamais. Je pourrais lui expliquer les conditions de protection des forces jusqu'à en avoir le souffle coupé, et il me traiterait simplement de rond de cuir. La seule façon pour lui d'apprendre, la seule, c'était de le voir par lui-même. Il devait se heurter au mur de la réalité. Et s'il s'écrasait, eh bien, peut-être qu'il avait besoin du choc pour se réveiller. Très bien, ai-je dit, ma voix tombant dans un ton froid et plat. Je vais t'emmener. Bien, a-t-il grogné, satisfait de m'avoir contrainte à la soumission. Viens me chercher à 8 heures. Ne sois pas en retard. Le discours de Mike commence à 9 heures, et je veux prendre un verre avant. Je viendrai te chercher, ai-je accepté. Mais papa, quand on arrivera à la barrière, tu dois me laisser diriger. Si la police militaire donne un ordre, tu l'exécutes. Il a ri, un petit aboiement sec. Tu me laisses diriger, Lily. Je sais comment gérer des sentinelles. Garde juste les yeux sur la route, et laisse les hommes s'occuper des affaires. À dimanche, papa. J'ai raccroché le téléphone, et je l'ai posé doucement sur la table de la terrasse. J'ai repris mon thé glacé, la condensation froide contre mes doigts. J'ai regardé l'horizon de Washington au loin. J'ai pensé à ma carte d'identité dans mon portefeuille, la Common Access Card avec la puce dorée qui m'identifiait comme un officier supérieur. J'ai pensé à la désignation Yankee White dans la base de données du département de la Défense. Il voulait aller à Quantico. Il voulait parader devant ses vieux copains. Il voulait jouer au grand sergent-chef une dernière fois. D'accord, papa, ai-je chuchoté dans l'air vide. Tu veux aller sur la base? Je vais t'emmener sur la base, mais tu risques de ne pas aimer ce que tu y trouveras. J'ai pris une gorgée de thé. Il avait un goût amer, mais rafraîchissant. Dimanche allait être une journée très intéressante. 8 heures dimanche matin. Mon SUV noir tournait au ralenti dans l'allée de la petite maison en planche de mon père. L'humidité de Virginie montait déjà, collant ma chemise au siège en cuir. Je regardais la porte d'entrée, mes doigts tapotant un rythme nerveux sur le volant. La porte s'est ouverte et Frank Kemp est apparu. Il portait un polo rentré dans un pantalon kaki qui avait connu des jours meilleurs, et une casquette des VFW, vétéran des guerres étrangères, enfoncée sur ses yeux. Il n'a pas verrouillé la porte derrière lui. Il a simplement marché vers ma voiture, ayant l'air d'un général passant les troupes en revue. Il a tiré violemment sur la portière passager, et s'est hissé sur le siège avec un grognement. L'odeur de Allspice et de tabac froid a instantanément rempli l'habitacle, masquant mon désodorisant. Bonjour, papa, ai-je dit, essayant de garder un ton neutre. Il n'a pas répondu. Il a simplement regardé l'intérieur de la voiture, sa lèvre se retroussant dans une moue dédaigneuse.
Jésus, Lily, c'est quoi tout ce bric-à-brac? Des écrans tactiles, des caméras, des capteurs. Une voiture est censée être un moteur et 4 roues. Tu n'as pas besoin d'un ordinateur pour rouler sur la route. Ce sont des équipements de sécurité standard, papa, ai-je dit, en enclenchant la vitesse. La sécurité, a-t-il ricané. Les femmes au volant ont toujours besoin d'un ordinateur pour leur dire comment se garer. C'est pour ça que tu as acheté un tank pareil, n'est-ce pas? Parce que tu as peur de la route. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis inséré sur l'autoroute, en direction du sud vers Quantico. Puis, du coin de l'œil, je l'ai vu. Il a levé la jambe droite, et a appuyé son pied sur mon tableau de bord. Sa lourde botte de travail, la semelle couverte de boue rouge séchée de sa cour, reposait directement sur le cuir beige immaculé. Ma mâchoire s'est serrée. Papa, descends ton pied. Tu mets de la boue sur le tableau de bord. Il a regardé son pied, puis moi, et Harry. Détends-toi, princesse. C'est juste un peu de terre. Ça s'essuie. Tu traites cette voiture mieux que tu ne traites ton propre père. Il n'a pas bougé son pied. J'ai tendu le bras, risquant de lâcher le volant d'une main, et j'ai repoussé sa jambe vers le bas. J'ai dit, descends-le. Il a repoussé ma main d'une claque. Fais attention. Tu as failli faire une embardée. Il a secoué la tête, regardant par la fenêtre. Mon Dieu, tu es coincé. Pas étonnant que Jacques t'ait quitté. Un homme ne peut pas vivre avec une femme qui traite tout comme une pièce de musée. L'air a quitté mes poumons. Jacques. Jacques était un point sensible, qui n'avait pas guéri en 3 ans. Mon ex-fiancé, qui était parti parce qu'il ne pouvait pas gérer mon calendrier de déploiement. Il avait voulu une femme qui rentrait dîner tous les soirs, pas une qui disparaissait dans des briefings classifiés pendant des semaines d'affilée. Jacques n'est pas parti à cause de la voiture, ai-je dit, ma voix glaciale. Il est parti parce qu'il était faible. Il est parti parce que tu es contre nature, a répliqué Franck, la voix dégoulinante de venin. Regarde-toi, Lily. Tu as 33 ans. Quand ta mère avait ton âge, elle avait 3 enfants qui couraient dans le jardin. Elle tenait une maison. Elle préparait le dîner. Toi, tu as un chat? Et une pile de récompenses en papier qui ne valent que dalle. Quel genre d'héritage est-ce? La place d'une femme est de fonder une famille, pas de jouer aux soldats. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Contre nature, vide, un échec. J'ai senti des larmes piquer le coin de mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas devant lui. Jamais devant lui. J'ai tendu la main vers la molette de la radio, et j'ai monté le volume. Amarillo by Morning de George Strait a inondé l'habitacle, assez fort pour faire trembler les haut-parleurs. J'avais besoin de couvrir sa voix. J'avais besoin d'étouffer la voix, qui ressemblait étrangement à mes propres insécurités. Franck m'a foudroyé du regard. Il s'est penché et a éteint la radio d'un coup sec. Le silence qui est revenu en trombe était assourdissant. Je suis en train de te parler, a-t-il sifflé. Montre un peu de respect envers tes aînés. J'essaie de t'aider. Il faut bien que quelqu'un te dise la vérité, puisque tu t'entoures de gens qui te lèchent les bottes à cause de ce grade sur ton épaule. Mes jointures étaient blanches sur le volant. Je tremblais. Nous y sommes presque, ai-je dit, ma voix tremblante d'une rage contenue. Devant nous, la ligne d'arbres s'est rompue, révélant l'imposante entrée de la base du corps des marines de Quantico. De hautes clôtures surmontées de fils barbelés s'étendaient à perte de vue dans les 2 directions. Des barrières en béton, conçues pour arrêter un camion piégé, formaient un labyrinthe menant aux guérites. La vue de la base a semblé donner de l'énergie à Franck, il s'est redressé, bombant le torse. Très bien, a-t-il dit, passant en mode commandement. Écoute-moi. Quand on arrivera là-haut, baisse ta vitre. Souris. Un grand sourire. Montre tes dents. Ces jeunes policiers militaires, ils sont debout au soleil depuis des heures. Ils aiment bien un joli visage. Ne sois pas toute raide et officielle. Papa, ce n'est pas comme ça que ça marche, les jeux prévenus. Tais-toi et écoute, m'a-t-il interrompu. Je m'occuperai de parler. Je leur dirai que je suis le sergent-chef Kemp. Je leur dirai que tu es ma fille, que tu me déposes. Contente-toi d'hocher la tête et d'avoir l'air douce. S'ils demandent une pièce d'identité, fouille un peu dans ton sac jusqu'à ce que je leur fasse signe de laisser tomber.
C'est un truc psychologique. Établir la domination, puis offrir l'amitié. Nous nous rapprochions. Je pouvais voir l'officier de police militaire dans la voie devant nous. Il ne souriait pas. Il portait un équipement tactique complet, gilet pare-balles, casque, étui de cuisse. Un fusil AR-15, noir et élégant, était en bandoulière sur sa poitrine. Un chien de police, un berger allemand, faisait les 100 pas nerveusement, au bout d'une laisse tenue par un second officier. Ce n'était pas la petite ville tranquille dont Franck se souvenait. C'était une forteresse. Papa, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Regarde-les. Regarde l'équipement. CFPCON bravo. Ils ne sont pas là pour flirter. Ce sont des marines, a insisté Franck, inconscient du danger. Nous prenons soin des nôtres. J'ai ralenti la voiture en approchant de la ligne jaune. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Je savais ce qui allait arriver. Je savais, avec la certitude d'un accident de train, qu'il était sur le point de s'humilier, et de m'humilier par la même occasion. J'ai pris une profonde inspiration, récitant les mots du psaume 23 dans ma tête pour calmer mes nerfs. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Papa, ai-je dit sèchement. Silence. Nous y sommes. Il s'est tourné vers moi, les yeux exorbités d'incrédulité. Tu viens de me donner un ordre? J'ai dit, tais-toi, ai-je murmuré, en arrêtant la voiture. Franck ouvrit la bouche pour me crier dessus, pour affirmer sa domination une dernière fois. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le policier militaire s'est avancé, la main levée dans un geste d'arrêt sec et autoritaire. J'ai baissé la vitre. L'air humide s'est engouffré, transportant l'odeur des gaz d'échappement et de la tension. Franck s'est penché au-dessus de la console centrale, envahissant mon espace. Un sourire était plaqué sur son visage, qui ressemblait plus à un rictus. Bonjour, mon garçon, a tonné Franck, ignorant mon avertissement, ignorant le fusil, ignorant la réalité du monde dans lequel nous vivions. Comment allons-nous aujourd'hui? Si vous avez déjà été coincé dans une voiture avec un parent toxique, qui critique vos choix de vie alors que vous lui rendez service, appuyez sur le bouton j'aime et, dans les commentaires, tapez ma voiture, mes règles. Si vous êtes d'accord que des limites sont nécessaires. Le policier militaire n'a pas rendu le sourire. Il ne s'est pas détendu. Ses yeux ont balayé l'intérieur de la voiture, froid et calculateur, avant de se verrouiller sur le visage de Franck. La tempête était arrivée. Le SUV s'est immobilisé à quelques centimètres du bras de la barrière à rayures rouges et blanches. À l'extérieur de ma fenêtre, l'humidité était déjà étouffante, scintillant par vagues au-dessus de l'asphalte. Le sergent Tyler, l'officier de police militaire, est sorti de l'ombre de la guérite. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans, mince et vif, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil oakley polarisées. Il bougeait avec la prudence habituelle de quelqu'un qui sait qu'une voiture peut être une arme. Il a levé une main gantée, paume en avant. Halte. Franck s'est penché au-dessus de la console centrale, presque assis sur mes genoux, poussant son visage vers ma fenêtre ouverte. Il a affiché un sourire tout tendant et sans aucune chaleur. Le genre de sourire qu'un requin fait avant de mordre. Bonjour, mon garçon, a tonné Franck, sa voix couvrant le bourdonnement du moteur. Comment allons-nous aujourd'hui? Tu as fière allure dans cet équipement. Le sergent Tyler n'a pas tressailli. Il n'a pas rendu le sourire. Il s'est arrêté à 60 cm de la portière, gardant une distance tactique. Bonjour, monsieur. Madame. Sa voix était plate. Professionnelle. Veuillez indiquer le motif de votre visite sur la base. Le motif, Franck a ri. Un rire aboyant et rauque. Pour le plaisir, surtout. En route pour le club des officiers, pour une fête de départ à la retraite. Mon vieux pote Mike Henderson, le maître principal Henderson, tu le connais probablement, il tire enfin sa révérence. Je suis le sergent-chef Frank Kemp, première division des marines. À la retraite. Nous sommes un peu en retard, donc si tu pouvais juste lever cette barrière, on va te débarrasser le plancher. Franck s'est rencogné, croisant les bras, s'attendant à ce que les mots magiques, sergent-chef, dissipent les protocoles comme de la brume. Tyler ne s'est pas dirigé vers les commandes de la barrière. Au lieu de cela, il s'est légèrement penché en avant. J'ai besoin de voir les pièces d'identité de tous les passagers adultes, monsieur. Le sourire de Franck a vacillé, juste une seconde,
avant de se transformer en une grimace de contrariété. Il a pêché un portefeuille en cuir usé dans sa poche arrière, a fouillé dans une liasse de reçus, et a sorti une carte d'identité bleue. Le plastique se décollait dans les coins. La photo était effacée, devenue d'un gris fantomatique. Il l'a tendue vers l'officier. Tiens. Elle est un peu vieille, mais le grade n'expire pas, n'est-ce pas? Tyler a pris la carte. Il a regardé le recto, puis l'a retourné pour vérifier la date d'expiration au verso. Il a fait une pause. Il a regardé Frank, puis de nouveau la carte. Monsieur, a dit Tyler, son ton baissant de quelques degrés. Cette carte est expirée depuis 2 ans. Octobre 2021. Ouais, je sais, je sais. Frank a agité une main dédaigneuse. J'avais l'intention de descendre au DIRS pour la renouveler, mais tu sais comment est la bureaucratie. Fais-moi une faveur, mon garçon. Honore le service. Laisse-nous passer. C'est du solide. Tyler lui a rendu la carte. Je ne peux pas faire ça, monsieur. L'accès à la base exige une pièce d'identité valide et non expirée. Sans pièce d'identité valide, vous n'êtes pas autorisé à entrer. L'air dans la voiture est devenu instantanément lourd. Le visage de Frank a pris une teinte rouge marbrée, commençant par son cou pour remonter jusqu'à ses oreilles. C'était le moment qu'il redoutait. Pas le rejet en soi, mais le rejet devant moi. Maintenant, écoute-moi bien, a grondé Frank, sa voix perdant sa fausse amabilité. J'ai servi 22 ans dans ce corps. J'ai gagné le droit de marcher sur ce sol. Tu ne vas pas me refouler pour un morceau de plastique. Ce sont les règlements, monsieur, a dit Tyler sans se démonter. Si vous n'avez pas d'autre forme d'identification valide du ministère de la Défense, vous allez devoir faire demi-tour. Il y a une voie pour faire demi-tour juste là. Vous pouvez aller au centre de contrôle des visiteurs et demander un laissez-passer journalier. Je ne vais pas dans ce foutu centre des visiteurs, a hurlé Frank, postillonnant sur mon tableau de bord. Sais-tu qui je suis? Je saignais pour ce pays alors que tu nageais encore dans les de ton papa. Il s'est arrêté, prenant une respiration saccadée, puis a pointé un doigt agressif vers moi. Écoute, a claqué Frank. La fille, elle est avec moi. C'est ma fille. Elle a une carte valide. Elle se porte garante pour moi. Tyler m'a regardé. J'étais assise, figée, mes mains agrippant le volant, mon visage tel un masque de neutralité. Je n'avais pas encore dit un mot. Madame, a demandé Tyler. Avez-vous votre CAC? Avant que je puisse répondre, Frank a répondu à ma place. C'est juste une civile, a menti Frank. Elle conduit juste la voiture. Elle ne connaît pas les protocoles. C'est moi le garant ici. Je te dis d'ouvrir la barrière. C'était un mensonge si flagrant, si désespéré, qu'il m'a retourné l'estomac. Il préférait me dépouiller de mon grade, me réduire à une simple chauffeuse civile, plutôt que d'admettre qu'il avait besoin de mon aide. Il essayait d'utiliser mon accès valide, tout en niant mon autorité. La posture de Tyler a changé instantanément. L'ennui a disparu. Monsieur, baissez d'un ton, a ordonné Tyler. Il a reculé d'un pas, sa main droite tombant instinctivement vers sa taille. Il n'a pas dégainé l'arme, mais sa main s'est posée sur la crosse de son pistolet SIG Sauer P320. Le cran de sécurité a cliqué. Le son était faible, mais dans le silence de l'impasse, il a résonné comme un coup de feu. Vous perturbez la circulation et créez des troubles, a dit Tyler, sa voix forte et imposante maintenant. L'accès vous a été refusé. Faites demi-tour avec ce véhicule, immédiatement. Frank a regardé la main de l'officier sur l'arme. L'espace d'une fraction de seconde, la peur a traversé ses yeux, mais sa fierté l'a écrasé. Il était sergent-chef. Il ne recevait pas d'ordre d'un gamin. Ne me menace pas, a rugi Frank. Il a tendu la main vers la poignée de la portière. Je vais t'apprendre un peu le respect, petite. Papa, arrête, ai-je crié. Monsieur, restez dans le véhicule, a hurlé Tyler, tirant son arme à moitié hors de l'étui. Sortez du véhicule, maintenant. La situation avait dérapé. En quelques secondes, nous étions passés d'un contrôle de routine à un potentiel incident hostile. L'unité canine derrière Tyler s'est avancée. Le berger allemand aboyait férocement, tirant sur sa laisse. D'autres policiers militaires sortaient en courant de la guérite, les mains sur leurs armes.
Frank s'est figé, la main sur le loquet. Il a fixé l'arme. Il a fixé le chien. La réalité du monde moderne s'est fracassée contre son illusion. Ce n'était pas l'ancien corps. Ce n'était pas un accord conclu par une poignée de main. Il était à quelques secondes d'être traîné hors de la voiture, face contre terre sur le bitume, menotté. Il m'a regardé, les yeux écarquillés par la panique et la confusion. Il avait complètement perdu le contrôle. Je ne pouvais pas le laisser se faire arrêter. Pas comme ça. Pas le jour de la retraite de Mike. J'ai desserré les mains du volant. Les tremblements ont cessé. Un calme froid et glacial m'a envahi. Le même calme que je ressentais dans le SIF, lorsque le niveau de menace passait au rouge. Reste dans la voiture, Frank, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était d'acier. Je me suis tourné vers la fenêtre. J'ai regardé directement le sergent Tyler, ignorant l'arme, ignorant les cris. J'avais besoin de mettre fin à cela, maintenant. Frank, assieds-toi. Ma voix a claqué dans l'air chaotique, à l'intérieur du SUV, comme un fouet. Ce n'était pas la voix d'une fille implorant son père. C'était la voix d'un major qui avait dirigé des salles d'opération lors de crises nationales. Elle était gutturale, autoritaire, et terriblement forte. Frank s'est figé. Sa main était à mi-chemin de la poignée de porte, la bouche ouverte pour crier une autre insulte au MP. Il a cligné des yeux, stupéfait par le silence, frappé par la soudaine férocité venant du siège conducteur. Il m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un véritable choc dans ses yeux. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux étaient verrouillés sur le sergent Tyler, dont la main serrait maintenant fermement la crosse de son pistolet. J'ai appuyé sur le bouton pour baisser complètement ma vitre. La vitre est descendue avec un doux bourdonnement. Sergent, ai-je dit. Mon ton était d'un calme glacial, un contraste saisissant avec la dispute hurlante qui venait de se produire. Regardez-moi. Le sergent Tyler a hésité. Sa formation lui disait de se concentrer sur la menace, le vieil homme en colère essayant de sortir du véhicule. Mais l'autorité dans ma voix a attiré son attention. Il a regardé par-delà Frank, croisant mon regard. Je n'ai pas fourni d'explication. Je ne me suis pas excusé pour le comportement de mon père. Je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, j'ai plongé la main dans la console centrale, et j'ai sorti mon portefeuille. Je l'ai ouvert et j'ai glissé ma CAC, ma carte d'accès commune. Ce n'était pas la carte blanche standard que portait chaque militaire. Celle-ci avait une puce dorée distincte intégrée à l'avant, et un code-barre spécifique à l'arrière, que seule une poignée de personnes au sein du département de la Défense possédait. Je l'ai tendue par la fenêtre, la pinçant entre deux doigts comme une lame. Scannez-la, ai-je ordonné. Tyler a regardé la carte, puis Frank, puis de nouveau moi. Il était encore bourré d'adrénaline, la poitrine soulevée. Il pensait clairement que j'étais juste une autre civile arrogante essayant de bluffer pour entrer sur la base. Madame, j'ai besoin que tout le monde sorte du. J'ai dit, scannez la carte, sergent, les jeux interrompus, ma voix baissant d'une octave. Vérifiez le scanner DBIDS, tout de suite. Quelque chose dans mon attitude, l'absence absolue de peur, l'a fait hésiter. Il a fait signe à son partenaire avec le chien de maintenir la position. Avec méfiance, il s'est avancé et a arraché la carte de ma main. Il l'a regardée avec scepticisme. Puis, il a levé son scanner portable, l'appareil du système d'identification biométrique de la Défense, qui ressemblait à un smartphone renforcé. Il a pointé le laser rouge sur le code-barre au dos de ma carte. Bip. Le son était sec dans l'air humide du matin. J'ai observé le visage de Tyler. J'attendais le moment où les données s'afficheraient à l'écran. Habituellement, le scanner émet un petit gazouillis joyeux et clignote en vert pour un accès accordé, ou un bourdonnement sourd et rouge pour un accès refusé. Cette fois, la machine n'a fait ni l'un ni l'autre. Elle a émis un long bip perçant et aigu que je connaissais très bien. Bip. La lumière LED sur le dessus du scanner n'a pas clignoté en vert. Elle a clignoté rapidement, alternant entre le rouge et le bleu. Tyler a froncé les sourcils, pensant que la machine avait un dysfonctionnement. Il a baissé les yeux vers l'écran, et puis, sa mâchoire s'est décrochée. Je savais exactement ce qu'il voyait. En lettres majuscules grasses défilant sur l'écran rétroéclairé, Major Lily Camp, USMC, service actif. Habilitation de sécurité, catégorie Yankee White. Niveau d'accès,
priorité 1, service de soutien présidentiel. Yankee White n'est pas juste une habilitation. C'est le Saint Graal. Cela signifie que j'ai été contrôlé par le FBI et les services secrets, jusqu'à être autorisé à me tenir à portée de bras du président des États-Unis. Cela signifie que je détiens des secrets qui pourraient faire tomber des gouvernements. Cela signifie que, sur n'importe quelle installation militaire dans le monde, je ne suis pas seulement un officier. Je suis une VIP. Le sergent Tyler a fixé l'écran pendant 3 longues secondes, son cerveau essayant de concilier l'homme en colère sur le siège passager, avec la détentrice d'une habilitation fantomatique de haut niveau sur le siège conducteur. Il a dégluti difficilement. Les couleurs ont quitté son visage, le laissant pâle sous son bronzage. Il a levé les yeux vers moi. La suspicion avait disparu. L'agression avait disparu, remplacée par une terreur pure et absolue. Il s'est mis au garde-à-vous si vite que ses talons ont claqué l'un contre l'autre, avec un bruit sec sur le bitume. Sa main a volé de son arme à son front, dans un salut rigide et parfait. « Madame » a-t-il crié, la voix se brisant. « Mes excuses, Major Kemp. Je n'étais pas au courant. » Il a tâtonné pour me rendre la carte à 2 mains, la traitant comme une relique sacrée. « Nous avons une entrée de priorité 1, a hurlé Tyler aux autres gardes dans la guérite. Ouvrez la voie. Ouvrez la voie VIP, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Le changement soudain était déconcertant. Le maître chien a tiré son chien en arrière. Les autres policiers militaires, qui avaient été prêts à fondre sur la voiture, ont baissé leurs fusils et se sont précipités pour appuyer sur les boutons dans la guérite. Le lourd bras en acier de la barrière s'est levé instantanément. Un feu jaune a commencé à clignoter au-dessus de la porte, et une sirène a émis un court whoop-whoop pour dégager la circulation devant nous. « Veuillez avancer, Major » a crié Tyler par-dessus le bruit, maintenant toujours son salut. « Conduisez prudemment, madame. » J'ai repris la carte, la glissant froidement dans mon portefeuille. J'ai hoché la tête vers lui, un seul hochement sec de renvoi. « Continuez, sergent » ai-je dit. J'ai appuyé sur le bouton pour remonter la vitre. Le silence qui est revenu dans la voiture était plus lourd qu'avant. Ce n'était plus le silence de la tension. C'était le vide du choc. J'ai passé le SUV en position au drive, et j'ai appuyé sur l'accélérateur. La voiture s'est élancée vers l'avant, glissant devant les policiers militaires stupéfaits, dépassant les barrières en béton, et s'engageant sur la chaussée lisse de la base. Je n'ai pas regardé Frank immédiatement. J'ai gardé les yeux sur la route, m'insérant dans la voie VIP qui contournait la circulation sinueuse. Mais, du coin de l'œil, je pouvais le voir. Il était affalé contre la portière passager. Sa bouche était grande ouverte, la mâchoire pendante. Ses yeux étaient écarquillés, faisant des allers-retours entre le rétroviseur, où les MP se tenaient toujours au garde-à-vous, mon visage, puis mon sac à main, où la carte reposait maintenant cachée. Les fanfaronnades avaient disparu. Le personnage du sergent-chef s'était évaporé. Quoi, a-t-il croassé, la voix n'étant qu'un murmure. Il s'est raclé la gorge et a réessayé, semblant plus petit que je ne l'avais jamais entendu. C'était quoi, ce bordel? Il m'a regardé comme si je venais de développer une deuxième tête. Il avait passé toute ma vie à me dire que je n'étais rien. Une gratte-papier, un faux soldat, une civile déguisée. Et, en moins de 10 secondes, un simple morceau de plastique de mon portefeuille avait forcé plus de respect de la part de ces vraies marines, que toute sa carrière de 22 ans. J'ai ajusté le rétroviseur. Un petit sourire froid a effleuré mes lèvres. Ça, papa, ai-je dit doucement, c'est à ça que ressemble un véritable officier. J'ai continué à rouler, laissant son ego brisé dans la poussière derrière nous. Le silence à l'intérieur du SUV était absolu. Ce n'était pas le silence de colère bouillonnante du trajet aller. C'était différent. C'était le silence lourd et étouffant d'un changement de paradigme. Le genre de calme qui suit une explosion, quand la poussière retombe encore, et que l'on vérifie si on a encore tous ses membres. Nous avons glissé le long de l'avenue principale de la base du corps des marines de Quantico. La voie VIP était fluide, dépourvue des nids de poules et des embouteillages qui encombraient les routes d'accès civil. Derrière les vitres teintées, la base bourdonnait d'activité. Nous avons dépassé un peloton de jeunes recrues marchands en formation, leurs bottes frappant le bitume à l'unisson parfait. À l'approche de ma voiture, le caporal qui les dirigeait a aboyé un ordre. Tête droite. Tout le peloton a tourné la tête vers mon véhicule.
Le caporal a fait un salut sec. Il ne me saluait pas personnellement. Il ne pouvait pas voir à travers les vitres teintées. Il saluait l'autocollant bleu d'officier sur mon pare-brise, et les plaques rouges sur mon pare-choc. Il saluait l'autorité que je représentais. Franck l'a vu. Il a tressailli, sa main serrant si fort la poignée de la portière passager que ses jointures sont devenues blanches. Pendant des décennies, c'était lui qui aboyait des ordres. C'était lui qui exigeait le respect. Maintenant, il était passager dans un monde qui me reconnaissait comme de la royauté, et lui comme un bagage. Il s'est agité sur son siège, le cuir grinçant bruyamment. Il s'est raclé la gorge, mais aucun son n'est sorti. Il a réessayé. Lily. Sa voix était méconnaissable. Elle était rauque, dépouillée de toute son arrogance et de sa bravoure. Elle semblait petite, effrayée. Oui, papa, ai-je répondu, gardant les yeux fixés sur la route devant moi. Nous passions maintenant devant les hangars du HMX-1, où les hélicoptères du président, Marine One, étaient entretenus. Cette vue me remplissait généralement de fierté. Aujourd'hui, on aurait dit une arme que je venais d'utiliser. Ce truc? Franck a fait un vague geste avec une main tremblante vers l'arrière, en direction de la barrière. Cette carte, ce truc Yankee White. C'est quoi ce bordel? Il ne ricanait pas. Il ne se moquait pas. Il a posé la question comme un enfant qui demande pourquoi le ciel est bleu. Avec une terreur et une confusion sincères, il n'arrivait pas à concilier la fille qui, pensait-il, poussait du papier, avec la femme qui faisait trembler les policiers militaires. J'ai légèrement ralenti la voiture, laissant la question flotter dans l'air pendant un instant. C'est une habilitation issue d'une enquête de sécurité approfondie à champ unique, ai-je dit. Ma voix était calme, factuelle, dénuée d'émotion. Catégorie 1, accès prioritaire. Mais ce gamin, a balbutié Franck. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Pourquoi t'a-t-il salué comme ça? Tu es juste un major. Il y a plein de majors sur cette base. Ce n'est pas une question de grade, papa, ai-je dit. C'est une question d'accès. J'ai tourné la voiture sur la route menant vers le club des officiers, mais je n'ai pas accéléré. Je voulais qu'il entende cela. Chaque mot. Yankee White signifie que le FBI et le département de la Défense ont scruté ma vie jusqu'au jour de ma naissance, ai-je expliqué. Ils ont interrogé mes professeurs de maternelle. Ils ont vérifié chaque compte bancaire, chaque email, chaque appel téléphonique que j'ai jamais passé. Ils t'ont contrôlé toi, maman, les voisins, tout le monde. Franck m'a regardé, la bouche légèrement entr'ouverte. Pourquoi, a-t-il murmuré. Parce que je n'apporte pas le café, papa, ai-je dit, laissant finalement une pointe d'acier s'infiltrer dans ma voix. Je travaille dans le service de soutien présidentiel. Je gère la sécurité logistique de la branche exécutive. Quand le président voyage, je fais partie de ceux qui décident quel itinéraire est sûr. Je connais les protocoles d'évacuation de la Maison Blanche. Je sais où va la valise nucléaire en cas d'attaque. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il avait l'air pâle, comme si le sang s'était retiré de son visage jusqu'à ses pieds. Tu as dit que j'étais une secrétaire, ai-je continué, implacable. Tu as dit que je n'avais jamais tenu un vrai pistolet. Tu as raison. Je ne porte pas de fusil. Je porte l'autorité de fermer toute cette base avec un simple coup de fil. Je porte la responsabilité de maintenir en vie le commandant en chef. Franck s'est recroquevillé sur son siège. Il a regardé par la fenêtre les hangars verts du HMX-1 défiler. Les massifs hélicoptères Sea King reposaient sur le tarmac, brillant au soleil. Il savait ce qu'étaient ces machines. Il savait qu'elles représentaient le sommet de l'aviation du corps des marines, et il réalisait pour la première fois que sa fille marchait parmi elles, non pas comme une touriste, mais comme un commandant. Je ne savais pas, a-t-il marmonné. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai essayé, ai-je dit. Pendant 10 ans, j'ai essayé, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, tu me disais de la fermer. Tu me disais que mes médailles étaient du papier. Tu me disais que je jouais à la poupée. J'ai arrêté la voiture à un feu rouge. Le silence est revenu, mais cette fois, il était rempli par le son des illusions qui se brisaient. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé en plein visage. L'homme qui avait terrorisé mon estime de moi-même pendant 3 décennies avait soudain l'air frêle. Vieux. Son vieux t-shirt du corps semblait délavé et triste à côté de la réalité immaculée de la base en service actif.
Tu m'as traité de civil tout à l'heure, ai-je dit doucement. Franck a grimacé. Regarde dans cette voiture, papa, ai-je dit. Regarde où nous sommes. Tu as une carte d'identité expirée, et une grande gueule qui a failli te faire arrêter. Moi, j'ai les clés du royaume. Je me suis penché plus près, m'assurant qu'il ne puisse pas détourner le regard. Dans cette voiture, ai-je dit, tu es le seul civil. Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas en route pour une fête en ce moment. Tu serais assis dans une cellule de détention au bureau du prévôt, en attendant qu'il te traite pour intrusion et trouble à l'ordre public. Franck a baissé les yeux sur ses mains calleuses et tachées de graisse dont il était si fier. Il les a frottées l'une contre l'autre nerveusement. Il a regardé ses bottes, encore pleines de boue, posées sur le tapis de sol. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et j'ai vu la prise de conscience le frapper comme un coup physique. Il n'était plus le mâle alpha. Il n'était plus le gardien de ce que signifiait être un marine. Il était un invité qui s'était très mal comporté. A-t-il commencé, mais sa voix lui a fait défaut. Le feu est passé au vert. Je n'ai pas attendu qu'il termine. J'ai fait avancer la voiture doucement, conduisant vers la rivière, loin de la fête, loin du bruit. Nous n'en avions pas encore fini. La vérité avait été dite, mais la blessure était toujours ouverte. Et avant de pouvoir célébrer quoi que ce soit, nous devions arrêter l'hémorragie. Je n'ai pas conduit jusqu'au club des officiers. Je ne le pouvais pas. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai quitté la route principale et me suis garé sur un belvédère en gravier désert, près de la limite de la base. À travers le pare-brise, la rivière Potomac coulait lentement, ses eaux grises reflétant le ciel couvert. C'était calme ici, juste le bruit du vent dans les arbres et le cliquetis du moteur qui refroidissait. En tournant la clé et en coupant le contact, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et je me suis tourné sur mon siège pour lui faire face. Franck fixait ses genoux. Ses épaules, d'habitude carrées et tendues par l'agressivité, étaient affaissées. Il avait l'air dégonflé, comme un ballon qui avait finalement perdu son air. « Pourquoi, papa ?» ai-je demandé. Ma voix n'était plus en colère. Elle était juste fatiguée, brisée. Il n'a pas répondu. Il a juste gratté un fil lâche sur son pantalon kaki. « Pourquoi as-tu toujours dû me faire sentir minuscule ?» ai-je insisté, les mots sortant plus vite maintenant, alimentés par 10 ans de blessures refoulées. Pourquoi rien n'était jamais assez bien? J'ai été diplômé première de ma promotion. J'ai été promu tôt. J'ai géré la sécurité nationale. Et à chaque fois, tu m'as regardé comme si j'étais une erreur, comme si j'étais une blague. J'ai senti une larme glisser sur ma joue, chaude et piquante. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je t'ai fait honte? As-tu honte de moi? Franck a tressailli au mot honte. Ses mains se sont serrées en poing sur ses genoux, tremblant violemment. Pendant un long moment, le seul son dans la voiture fut ma propre respiration saccadée. Je pensais qu'il allait encore crier. Je pensais qu'il allait me dire d'arrêter de pleurnicher, de me comporter en marine. Puis, j'ai entendu un son que je n'avais jamais entendu en 33 ans. Un sanglot. Un son étouffé et guttural qui semblait lui être arraché de la gorge contre sa volonté. Frank Kemp, l'homme qui m'avait dit un jour que pleurer était pour les civils et les bébés, pleurait. Il a couvert son visage de ses mains rugueuses, tachées de graisse. Tout son corps tremblait sous la force de ses pleurs. « Je n'avais pas honte de toi, Lily » a-t-il haleté, sa voix étouffée par ses paumes. J'avais honte de moi. Je suis restée figée, stupéfaite par le silence. Il a baissé les mains. Son visage était mouillé, ses yeux rouges et gonflés. Il m'a regardé avec une vulnérabilité qui était terrifiante à voir. Ce jour-là, a-t-il murmuré, la voix tremblante. Le jour de la remise des diplômes, quand je t'ai vu là, dans cet uniforme d'officier. Tu avais l'air si grande, si puissante. Et je me suis regardé, et tout ce que j'ai vu, c'est un vieil homme avec de mauvais genoux. Et une pension qui couvre à peine le loyer. J'ai vu un biffin qui répare des camions. Il a essuyé son nez avec le dos de sa main, reniflant bruyamment. Tu étais intelligente. Tu allais dans des endroits où je ne pourrais jamais aller. Tu allais donner des ordres à des hommes comme moi. Et j'ai eu peur. Peur, ai-je demandé doucement. Peur de quoi? Peur que tu me prennes de haut, a-t-il avoué, les mots se déversant maintenant comme un barrage qui cède. Peur que tu réalises que ton vieux père n'était pas un héros,
juste un mécanicien. Je pensais que si je te rabaissais, si je te rappelais que j'étais le vrai soldat, peut-être que je pourrais te garder à mon niveau. Peut-être que je pourrais continuer à être le père, celui qui commande. Il a regardé la rivière, la honte inscrite dans chaque ride de son visage buriné. C'était de la jalousie, Lily. De la jalousie pure et laide. J'étais jaloux de ma propre petite fille. Et parce que j'étais faible, j'ai essayé de te briser pour me sentir fort. Il s'est tourné vers moi, les larmes coulant librement. Maintenant, je suis un père terrible. Je le sais. J'ai été un père terrible pendant longtemps. La confession flottait dans l'air, à vif et douloureuse. Mais elle était aussi purificatrice. C'était la vérité dont j'avais été affamé. Il ne me détestait pas. Il ne pensait pas que j'étais incompétente. Il s'était battu contre sa propre insécurité, et j'avais été un dommage collatéral. Mon cœur, qui avait été endurci par des années de ressentiment, a commencé à s'adoucir. J'ai regardé cet homme, ce vieil homme imparfait, brisé, fier, et je n'ai plus vu un monstre. J'ai vu une personne qui souffrait. Je me suis souvenu du verset des Colossiens que j'avais lu tant de fois. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous réciproquement, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Le pardon ne consiste pas à excuser le comportement. Il s'agit de libérer le poison pour qu'il ne vous tue pas tous les deux. J'ai tendu le bras par-dessus la console. J'ai pris sa main, cette main rugueuse et calleuse qui avait réparé des camions, construit des clôtures, et oui, qui m'avait repoussé. Papa, ai-je dit doucement. Il a regardé nos mains jointes, surpris par le contact. Je n'ai pas besoin que tu sois un général, ai-je dit, en lui serrant la main. Je me fiche de ton grade. Je me fiche que tu répares des camions ou que tu pilotes des jets. J'avais juste besoin que tu sois mon père. J'avais juste besoin que tu me dises que j'ai bien fait. Franck a levé les yeux vers moi, la lèvre tremblante. Tu as bien fait, Lily. Tu as sacrément bien fait. Tu es incroyable. Et papa, ai-je continué, le regardant droit dans les yeux. Toute cette discipline, le cran, la raison pour laquelle je peux me tenir dans une pièce pleine de généraux et garder ma position. J'ai appris ça de toi. Tu m'as appris à être dur. Tu m'as donné les outils pour obtenir cette habilitation. Une lueur est revenue dans ses yeux. Une minuscule étincelle de fierté. Vraiment? Oui, ai-je hoché la tête. Vraiment. Alors ne me dis pas que tu es inutile. Tu as construit les fondations. Il a laissé échapper un long souffle tremblant. Il m'a serré la main en retour, avec force. Je suis désolé, ma petite fille, a-t-il murmuré, utilisant le surnom dont il ne s'était pas servi depuis mes 10 ans. Je suis tellement désolé. Je sais, papa, ai-je dit. Je te pardonne. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, nous tenant la main dans la voiture silencieuse près de la rivière. La colère avait disparu. Le besoin de faire mes preuves avait disparu. À la place, il y avait quelque chose de plus silencieux, mais d'infiniment plus fort. La paix. Finalement, Franck a reniflé, et a sorti un mouchoir de sa poche pour s'essuyer le visage. Il s'est mouché bruyamment, un bruit de klaxon qui m'a fait sourire malgré moi. Eh bien, a-t-il dit, la voix bourrue, mais purgée de son amertume. Le vieux Mike doit probablement se demander où diable on est. On ne peut pas laisser le sergent artilleur boire toute la bière sans moi. J'ai gloussé. Non, nous ne pouvons pas permettre cela. J'ai démarré le moteur. La voiture a ronronné, prenant vie. Papa. Ouais. Quand on arrivera, je te présenterai au colonel. Je pense qu'il aimerait bien rencontrer l'homme qui m'a appris à tirer. Franck a réajusté son col. Il a arrangé sa casquette des VFW, la tirant vers le bas pour cacher ses yeux rouges. Il s'est assis un peu plus droit sur le siège. Ouais, a-t-il dit, un sourire sincère effleurant ses lèvres pour la première fois depuis des années. Ça me plairait bien. J'ai passé la marche arrière et j'ai quitté le parking en gravier. Nous sommes retournés vers le club des officiers, non pas comme des adversaires, mais comme des alliés. La guerre était terminée, et pour la première fois, nous étions tous les deux dans le camp des vainqueurs. 20 ans. On dit que le temps passe vite quand on s'amuse. Mais dans le corps, le temps s'écoule différemment. Il s'écoule en cycle de déploiement, en affectation,
et dans les cheveux gris qui remplacent lentement les bruns. Il s'écoule dans les rides gravées autour des yeux, à force de plisser le regard face au soleil dans les déserts étrangers, et dans les moments de calme entre les tempêtes. Je me tenais sur le podium surélevé, à l'intérieur du hangar 3 à Quantico. Les immenses portes de la baie étaient ouvertes, révélant un carré d'un ciel bleu éclatant de Virginie. Derrière moi, un drapeau américain de la taille d'un court de tennis était suspendu au chevron, ses étoiles et ses rayures immobiles dans l'air calme. J'ai baissé les yeux sur mon uniforme. Ce n'était plus le même que celui que je portais ce jour-là au Waffle House. Les feuilles de chêne dorées de Major avaient disparu depuis longtemps. À leur place, pesant lourdement sur mes épaules, se trouvaient les aigles d'argent d'un colonel. Un OO6. 32 ans, c'était le bilan aujourd'hui. 32 ans de service, de sacrifice, et de survie. Aujourd'hui marquait la fin de la ligne. Ma cérémonie de départ à la retraite. Le hangar était bondé. Il y avait des généraux au premier rang, des sénateurs, et de jeunes marines qui n'étaient même pas nés quand j'ai reçu ma commission. La fanfare du corps des marines jouait une interprétation douce et émouvante de Auld Lang Syne. Mais mes yeux ont survolé les hauts gradés et les dignitaires. Je cherchais le seul invité qui comptait vraiment. Là, au premier rang, garé légèrement sur le côté pour ne pas bloquer l'allée, se trouvait un fauteuil roulant. Assis dedans, c'était Frank Kemp. Il avait 80 ans maintenant. Le temps l'avait fait rétrécir, creusant de profondes vallées sur son visage et clairsemant ses cheveux en mèches blanches. Ses mains massives tachées de graisse qui avaient l'habitude de me terrifier, tremblaient d'un mouvement rythmique constant. Une couverture était bordée sur ses genoux, mais il portait son grand uniforme, ou plutôt un costume avec ses médailles miniatures épinglées fièrement sur le revers. Il avait insisté pour les porter. Il voulait que tout le monde sache qu'il faisait partie de la tribu. Ses yeux, cependant, n'avaient pas vieilli. Ils étaient brillants, bleus, et fixés sur moi avec une intensité brûlante. Mais ce n'était plus le feu froid du jugement. C'était la lueur chaleureuse d'une fierté absolue. À côté de lui, était assise une jeune femme aux cheveux sombres tirés en un chignon sévère. Elle portait l'uniforme d'un capitaine du corps des marines. Helena, ma fille. Elle avait été diplômée de l'Académie navale 3 ans plus tôt. Quand elle nous a annoncé qu'elle voulait s'engager, Frank avait pleuré. Non pas parce qu'il pensait que la place des femmes était dans la cuisine, cette époque était morte et enterrée depuis longtemps, mais parce qu'il connaissait le fardeau qu'elle choisissait de porter. Je me suis avancé vers le microphone. Le son de mes bottes sur l'estrade en bois a résonné dans le hangar silencieux. J'ai ajusté le pied, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai regardé la mer de visage. J'ai passé en revue les remerciements d'usage. J'ai remercié le commandant, mon état-major, les hommes et les femmes courageux que j'avais dirigés. Mais ensuite, je suis sorti du script. J'ai baissé les yeux vers le premier rang. On dit que la première arme d'un soldat est son fusil, ai-je dit, ma voix résonnant dans les haut-parleurs. Mais le premier professeur d'un soldat est son père. La tête de Frank s'est redressée. Le tremblement de sa main a semblé s'arrêter une seconde. Je tiens à rendre hommage au sergent-chef Frank Kemp, ai-je continué. Beaucoup d'entre vous le connaissent comme un héros de la première division. Moi, je le connais comme l'homme qui m'a enseigné la leçon de commandement la plus importante. Il nous a fallu un certain temps pour y arriver. Nous avons dû traverser des terrains accidentés pour la trouver. Quelques rires ont parcouru la foule, de la part de ceux qui connaissaient notre histoire. Il m'a appris que la véritable force ne se mesure pas à la force avec laquelle on peut crier, ni à la quantité de galons qu'on porte sur son col. Il ne s'agit pas de rabaisser les gens pour se sentir grand. La véritable force consiste à élever les autres. Jusqu'à ce qu'ils se tiennent plus grands que vous ne pourriez jamais l'être. J'ai fait une pause, luttant contre la boule dans ma gorge. Papa, ai-je dit, en m'adressant directement à lui. Merci d'avoir appris à me voir. Merci d'avoir été mon ailier pendant ces 20 dernières années. Je ne serais pas ici, portant ces aigles, si tu ne m'avais pas montré comment voler. Le hangar a explosé d'applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une ovation debout tonitruante. J'ai vu Frank se couvrir le visage avec ses mains tremblantes, tout comme il l'avait fait dans la voiture près de la rivière, toutes ces années auparavant. Mais cette fois, Helena était là, le bras autour de son épaule, lui chuchotant à l'oreille. Il a hoché la tête, essuyant ses yeux avec un mouchoir, et m'a fait un signe du pouce en l'air. La cérémonie a touché à sa fin, avec la remise du drapeau.
Le sergent-major m'a apporté le drapeau américain plié, le symbole d'une carrière terminée avec honneur. Je l'ai tenu contre ma poitrine, sentant la texture du tissu, le poids de l'histoire qu'il contenait. Colonel, corps des marines des États-Unis, à la retraite. Départ, a tonné la voix du présentateur. Alors que la fanfare entamait l'hymne des marines, la foule s'est levée. J'ai descendu les marches du podium. Je n'ai pas marché vers la sortie. J'ai marché droit vers le fauteuil roulant. Frank m'a vu arriver. Il a commencé à bouger. Il a agrippé les accoudoirs de son fauteuil, ses jointures devenant blanches. Elena a fait un mouvement pour l'aider, mais il l'a repoussé d'un geste. Non, les jeux entendus halter. Je m'en occupe. La musique a semblé s'estomper en arrière-plan. Tous les yeux étaient braqués sur le vieil homme au premier rang. Avec un grognement d'effort suprême, luttant contre la gravité, l'âge et des muscles défaillants, Frank s'est repoussé vers le haut. Ses jambes vacillaient, son dos était courbé, mais il s'est levé. Il s'est tenu sur ses deux pieds, face à son officier supérieur, face à sa fille. Il a pris une inspiration, s'est stabilisé, et a lentement levé la main droite. Ce n'était pas le salut sec et claquant d'un instructeur de 20 ans. Il était lent, tremblant et de travers. Mais c'était la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. C'était un salut de respect absolu. C'était une reconnaissance de mon grade, de mon service, et de ma personne. C'était un père disant à son enfant, sans un seul mot, « Je te vois. Tu es suffisante. » J'ai senti les larmes enfin déborder, coulant à chaudes larmes sur mon visage. J'ai claqué des talons. J'ai levé la main et j'ai rendu le salut, le maintenant, le fixant dans les yeux. « Sans péfi, papa, ai-je murmuré. »« Sans péfi, colonel, a-t-il murmuré en retour, la voix épaisse d'émotion. Il a maintenu le salut jusqu'à ce que je baisse le mien. Puis, épuisé mais triomphant, il s'est laissé retomber dans son fauteuil, un sourire sur le visage qui aurait pu illuminer le sifle le plus sombre du Pentagone. J'ai regardé Elena. Elle rayonnait, les larmes aux yeux. Prête à rentrer à la maison, maman, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour du hangar une dernière fois. J'ai regardé le drapeau. J'ai regardé les aigles sur mon épaule que j'enlèverai ce soir pour la dernière fois. Puis j'ai regardé Frank, l'homme qui m'avait presque brisé, mais qui avait fini par m'aider à me reconstruire plus forte. Ouais, ai-je dit, en posant ma main sur son épaule. Rentrons à la maison. Mission accomplie. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je sais que beaucoup d'entre vous mènent leur propre bataille en ce moment. Peut-être dans la cabine d'un restaurant, ou dans une voiture avec quelqu'un qui refuse de voir votre valeur. N'oubliez pas, leur incapacité à voir votre valeur ne la diminue pas. Vous définissez votre propre grade. Si mon histoire vous a donné de la force aujourd'hui, s'il vous plaît, soutenez cette chaîne en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant. Cela nous aide à partager plus d'histoires de résilience. Et si vous êtes prêt à vous tenir droit dans votre propre vie, tapez mission accomplie dans les commentaires ci-dessous. Rompez.